Un père a retrouvé ses filles jumelles, qu'il croyait mortes, en train de chanter dans un bus 3 ans plus tard, mais la vérité ne lui a pas seulement brisé le cœur. Elle a brisé toute sa vie avant même qu'elle n'ait commencé. Dites-nous dans les commentaires où vous regardez cette vidéo, et si vous aimez les histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Maintenant, entrons dans l'histoire. Marc Moreau tenait fermement le volant tandis que sa BMW noire élégante dévalait l'autoroute 7. À seulement 35 ans. Il était devenu l'un des architectes les plus renommés de Londres, concevant des tours de verre qui perçaient le ciel, mais aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. Aujourd'hui marque le 3e anniversaire de l'appel qui a tout changé. Le moteur a craché une fois, puis 2 fois, avant de s'éteindre complètement. Marc s'arrêta sur le bas-côté, le cœur serré. De la vapeur s'élevant du capot. « Pas aujourd'hui » murmura-t-il en appuyant son front contre le volant, « s'il te plaît, pas aujourd'hui. » Il y a 3 ans, Élise était tout pour lui. Son amour de jeunesse, sa femme, son ancre. Leurs filles jumelles, Élodie et Clémence, étaient la joie de son monde. 2 petites boules d'énergie de 5 ans qui remplissaient la maison de rire et d'empreintes digitales collantes sur toutes les surfaces. Puis Catherine avait appelé. Sa voix brisant le téléphone. « Marc, il y a eu un accident. Élise et les filles sont parties. » Les funérailles étaient un brouillard de sédatifs et de visages compatissants. Catherine, la seule sœur d'Élise, s'occupait de tout tandis que Marc se noyait dans le chagrin. La maison s'est transformée en un mausolée de souvenirs. Les jouets étaient toujours là où il les avait laissés. La tasse de café d'Élise était posée dans l'évier et un dessin de Clémence était accroché au réfrigérateur sous un aimant papillon. Debout à côté de sa voiture en panne dans son costume coûteux. Marc se sentait comme un imposteur. Il s'était jeté dans le travail, construisant des monuments aux rêves des autres tandis que les siens s'effondraient en poussière. L'ironie ne lui a pas échappé. Il a construit des structures censées durer des siècles, mais il n'a pas pu reconstituer son cœur brisé. Un bus de ville s'est arrêté à proximité en sifflant et a ouvert ses portes avec un soupir mécanique. Marc n'avait pas pris les transports en commun depuis l'université. Mais le désespoir l'a poussé à faire une exception. Il desserra sa cravate et monta à bord, réalisant instantanément à quel point il semblait déplacé parmi les passagers de la classe ouvrière. Alors que le bus avançait lentement dans la circulation du centre-ville, Marc regardait à travers la vitre sale des rues qu'il ne reconnaissait plus. Perdu dans les souvenirs de matins d'anniversaire qui ne reviendraient jamais. Une douleur familière lui serra la poitrine alors qu'il se souvenait des cris de joie d'Élodie et du rire contagieux de Clémence résonnant dans leur ancienne maison. « Excusez-moi. Monsieur. » Une petite voix le sortit de ses pensées. Marc se retourna et vit 2 filles de 8 ans debout dans l'allée. Haletantes. Jumeaux. Des cheveux bruns ondulés tombant en cascade sur leurs épaules, des yeux émeraudes perçants. Mais ce n'était pas seulement leur beauté qui le laissait sans voix. C'était leur visage. Des visages qu'il connaissait par cœur, des visages qui hantaient ses rêves. Les filles étaient clairement sans abri. Leurs vêtements étaient sales et trop petits. Leurs chaussures maintenues ensemble avec du ruban adhésif. Et pourtant, malgré leur état, ils dégageaient une chaleur estivale qui attirait de doux sourires chez les gens qui les entouraient. « Nous chantons pour la nourriture », dit l'une d'elles doucement, sa voix si mélodieuse que les mains de Marc tremblaient. « Voulez-vous entendre notre chanson ?» Avant qu'il ne puisse répondre. Ils ont commencé à chanter à l'unisson. Un arc-en-ciel après la pluie, un rayon de soleil à travers les cris, l'amour trouvera toujours un chemin. L'amour trouvera un chemin. Marc sentit le sang quitter son visage. Ces paroles, cette mélodie, c'était la berceuse d'Élise. Celle qu'elle avait écrite pour leur fille pendant les nuits d'orage. Elle ne l'avait jamais écrit, ni chanté à personne d'autre. C'était leur secret. Leur réconfort dans l'obscurité. « Où as-tu appris cette chanson » murmura-t-il, sa voix s'élevant à peine au-dessus du bruit du moteur du bus. Les filles échangèrent un rapide regard. Quelque chose scintillait dans leurs yeux. « Une gentille dame nous l'a appris. » Dit doucement la deuxième. Elle a dit que cela aide les gens à se souvenir de ce que l'amour signifie. Les mains de Marc tremblaient lorsqu'il sortit son portefeuille et leur tendit un billet de $100. Ici. Quel est ton nom? Les yeux de la première fille s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le billet. Je suis Élodie, dit-elle en désignant sa sœur, et elle, c'est Clémence. Le bus s'est arrêté en criant. Les filles ont mis l'argent dans leurs poches et se sont précipitées vers la sortie.
Marc entendit Clémence murmurer à sa sœur. Il ressemble à l'homme de mes rêves. Élodie, l'homme triste qui chantait avec nous quand on dormait. Élodie, on n'est pas censé parler de nos rêves. Souviens-toi. Marc sauta sur ses pieds et essaya de se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à la porte. Trop tard. Les filles avaient disparu dans la foule, le laissant sur le trottoir. Le monde oscillant sous lui. 2 filles sans abri, du même âge que ces filles auraient aujourd'hui. Même nom, même visage, plus âgé. Mais indéniablement familier. Et cette chanson. La chanson d'Élise. Leur chanson. Comment pourrait-il le savoir? Alors que le bus s'éloignait, Marc Moreau se tenait figé au coin d'une rue animée. Son esprit d'architecte s'emballant pour résoudre une équation impossible. Ses filles étaient mortes. Il avait vu les certificats de décès, assisté aux funérailles. Les avait pleurées pendant 3 longues années. Mais ses filles. Ils ne peuvent pas être. Pourtant, son cœur battait déjà d'un espoir si dangereux qu'il le terrifiait. Pour la première fois en 3 ans, Marc Moreau s'est demandé si sa vie avait été construite sur un mensonge. Cette nuit-là, Marc n'a pas dormi. Il arpentait sa maison vide. Le sol craquant sous ses pas fiévreux, rejouant chaque détail de la rencontre. La cicatrice de Clémence au-dessus de son sourcil gauche, la nature protectrice d'Élodie. La façon dont elles avaient chanté la berceuse d'Élise à la même cadence que leur mère. À l'aube, il a pris une décision qui aurait semblé insensée seulement 24 heures plus tôt. Il a appelé son bureau et annulé toutes les réunions de la semaine, ignorant les protestations de son assistant au sujet du projet Morrison. Rien n'avait plus d'importance que de trouver ses filles. Marc a parcouru le même trajet en bus d'un bout à l'autre, surveillant chaque arrêt. Scrutant chaque visage. Les heures passèrent sans un aperçu. Le désespoir s'installa lorsqu'il réalisa à quel point la ville était vaste. À quel point 2 enfants pouvaient facilement disparaître à jamais dans son labyrinthe de béton. Le 3e jour, un chauffeur nommé Miguel a reconnu sa description. Oh. Tu veux dire les jumeaux chanteurs. Ce sont des enfants adorables, mais ils ne font que certains itinéraires, principalement la boucle du centre-ville vers midi. Je les vois pendant mon quart de déjeuner. Marc était rempli d'un élan d'espoir et de honte. Ses filles, si elles étaient vraiment les siennes. Le suppliaient de survivre pendant qu'il se vautrait dans le chagrin dans un manoir. Cet après-midi-là, il les revit, montant dans un bus à 3 pâtés de maison du quartier financier. Marc les suivit de loin, les regardant monter à bord du véhicule bondé. Leur voix s'élevait en parfaite harmonie tandis que les passagers déposaient des pièces dans leur minuscule boîte en carton. Quand les chansons se sont terminées et qu'ils ont commencé à s'éteindre, Marc a fait son geste. Mais dès que les filles l'ont vu s'approcher, leurs yeux se sont écarquillés. À la fois remplis de reconnaissance et de peur. « Attendez !» cria Marc, mais il courait déjà. Leur petite silhouette se faufilant parmi les piétons avec une agilité désespérée. Marc, dérapant sur le trottoir avec ses chaussures de ville, s'effrayait un chemin à travers la foule. Il courait plus vite qu'eux, mais il connaissait mieux les rues. Se faufilant dans les ruelles et disparaissant au coin des avenues avec l'aisance exercée d'enfants qui avaient appris à survivre en restant invisibles. Finalement, essoufflé et vaincu, Marc s'arrêta devant un café et sortit son téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne à qui il pouvait faire confiance pour quelque chose d'aussi improbable. « Marc, » dit-il lorsque son ami répondit, « j'ai besoin de ton aide. » En tant qu'enquêteur privé et connaisseur d'Illy et des filles. Marc Chen avait été le colocataire de Marc à l'université et le témoin à son mariage. C'est aussi lui qui l'a soutenu pendant les funérailles, alors que le chagrin l'avait presque détruit. « Qu'est-ce qui se passe, mec? On dit que tu as vu un fantôme. » Peut-être, murmura Marc, j'ai besoin de ton aide pour retrouver 2 filles sans abri ou des jumelles identiques. D'environ 8 ans, cheveux bruns, yeux verts. Elles s'appellent Élodie et Clémence. Un long silence. Marc, ce sont les noms de tes filles. Je sais, répondit Marc, la voix brisée. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Mon Dieu, Marc, je crois que ce sont mes filles. Un autre silence. Puis la voix de son ami a changé, passant en mode professionnel. Où êtes-vous? J'arrive. On commence par les refuges pour sans-abri, puis on verra le reste. Pendant qu'il attendait, Marc resta dans le coin bondé où il avait perdu les filles.
quelque part dans la ville. 2 enfants identiques à ses filles décédées dormaient dans la rue, chantant la berceuse de sa femme pour des pièces de monnaie. Soit il perdait la tête, soit le pire jour de sa vie avait été construit sur le mensonge le plus écrasant qu'on puisse imaginer. Mark a prié pour que ce soit le premier, car si c'était le deuxième. Quelqu'un lui avait volé 3 ans de sa vie, et ses filles les avaient passés à croire qu'elles avaient été abandonnées par un père qui, leur avait-on dit, était mort en les protégeant. Moins d'1 heure plus tard, Mark Chen est arrivé, le visage crispé par l'inquiétude. En tant qu'enquêteur privé, il avait vu suffisamment de familles brisées pour reconnaître l'espoir dangereux qui brûlait dans les yeux de son ami. Ils ont passé l'après-midi à se promener dans le centre-ville, montrant les photos floues que Mark avait prises lors de la rencontre dans le bus. Ils dorment sous le pont Morrison, a déclaré Pierre, un vétéran sans abri. La voix rauque à cause des années passées dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants là-bas, mais ces jumeaux gardent leur distance. Ils ont peur des adultes, surtout des hommes. À la tombée de la nuit, Mark et Mark se dirigèrent vers le pont. Le camp de fortune était déchirant. Des abris en carton, des chariots remplis d'affaires. Des silhouettes fragiles blotties autour d'un feu. Mark les a immédiatement repérés, assis à l'écart des autres, partageant ce qui ressemblait à la moitié d'un sandwich. « Laisse-moi y aller en premier », murmura Chen. « Tu es trop impliqué émotionnellement. Si tu les effraies encore, ils pourraient disparaître pour de bon. » Mais Mark avançait déjà, les mains tremblantes. Alors qu'il s'approchait, les filles levèrent les yeux à l'unisson. À la lumière du feu. La ressemblance avec ses filles était si frappante que ses genoux ont failli céder. « Ne cours pas, » dit doucement Mark en s'arrêtant à 3 mètres, « je veux juste t'aider. » Élodie se leva immédiatement et se positionna devant Clémence, la protégeant. « Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un inconnu, » dit-elle, mais sa voix tremblait d'incertitude. Mark fouilla lentement dans sa veste, et les 2 filles tressaillirent. « J'ai apporté de la nourriture, » dit-il en sortant un sac d'épicerie. Sandwich, fruits, chocolat, lait. Sans artifice. Clémence jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa sœur. Ses yeux verts étaient remplis d'une faim qui brisa le cœur de Mark. « Quel genre de sandwich » demanda-t-elle doucement. « D'un des fromages, » répondit Mark, se souvenant que c'était le plat préféré de Clémence. « Et du beurre de cacahuète avec de la gelée. » Quelque chose brilla dans les yeux de Clémence ou une étincelle de souvenir. Peut-être même de reconnaissance. Elle tira sur la manche d'Élodie. « Il sait ce que nous aimons, » murmura-t-elle. Élodie resta prudente mais laissa Mark poser le sac sur le sol entre eux. Puis recula. Les filles se jetèrent sur la nourriture avec une faim désespérée, et Mark détourna le regard pour cacher ses larmes. « Quels sont vos noms de famille » demanda-t-il après avoir mangé. « Nous n'en avons pas, » répondit rapidement Élodie, « juste Élodie et Clémence. » Tout le monde a un nom de famille. Murmura Chen derrière lui. Clémence leva les yeux, sa lèvre tachée d'une moustache de lait qui la faisait paraître encore plus jeune. « Les méchants là-bas ont dit que si vous êtes comptés, vous n'en avez pas besoin. » Où ? demanda Mark, le cœur serré. « La maison avec trop d'enfants, » continua Clémence, ignorant le regard d'avertissement d'Élodie. « Avant qu'on apprenne à devenir invisible. » Mark s'agenouilla lentement, faisant attention à ne pas paraître menaçant. « J'ai perdu 2 filles portant ton nom. Aujourd'hui, elles auraient ton âge. » Élodie avait une tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule, et Clémence avait une cicatrice au-dessus du sourcil, due à une chute de vélo. Les 2 filles se figèrent. La main de Clémence toucha instinctivement la cicatrice que Mark avait mentionnée, tandis que les yeux d'Élodie s'écarquillèrent de peur. « De jolies cicatrices. » dit Élodie, mais maintenant sa voix tremblait. « Et ta mère te chantait une chanson spéciale » continua Mark. À peine audible. Une chanson sur les arcs-en-ciel sans ciel après la pluie. Clémence halta et porta sa petite main à sa bouche. « Tu connais notre chanson » murmura-t-elle. « Notre chanson. » répéta Mark, le cœur battant, « où l'as-tu apprise ?»« Dans mes rêves » soupira Clémence tandis que des larmes coulaient sur ses joues sales. « Dans mes rêves. Il y a un homme qui te ressemble et une belle femme blonde. Il nous chante quand il y a du tonnerre. » Élodie tira brusquement le bras de Clémence. « Arrête de parler de tes rêves. Tu te souviens de ce qu'ils ont dit ?
Que se passerait-il si on parlait de nos rêves? Marc sentit le sol glisser sous ses pieds. Il ne s'agissait pas seulement d'enfants sans abri. C'étaient ses filles, en quelque sorte vivantes, ici, croyant que leurs rêves à son sujet n'étaient que des fantasmes. « Qui t'a dit de ne pas parler de tes rêves ?» demanda-t-il. Mais le moment a été brisé. « Il faut qu'on y aille. » dit Élodie en aidant Clémence à se relever et à rassembler leurs quelques affaires. Juste avant de partir, Clémence jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Dans mes rêves, dit-elle doucement. L'homme dit toujours qu'il nous aime plus que toutes les étoiles du ciel. » Marc resta figé. C'étaient exactement les mots qu'il murmurait chaque soir en les bordant. « Je t'aime » murmura-t-il à nouveau. Mais ils étaient déjà partis, disparaissant dans l'ombre sous le pont. Cette nuit-là, Marc était assis dans son bureau entouré d'albums photos et de souvenirs. Chen s'assit à côté de lui, une tasse de café froid à la main. La maison ne ressemblait plus à un mausolée, mais plutôt à une scène de crime où la vérité avait été assassinée. « Raconte-moi le jour où tu as appris la nouvelle, » dit doucement Chen, son instinct de détective se réveillant. « Chaque détail dont vous vous souvenez. » Marc ferma les yeux, se forçant à revenir à cet après-midi dévastateur il y a 3 ans. Il était sur le site de Harwell, examinant les plans avec l'entrepreneur. Mon téléphone a sonné vers 14h30. C'était Catherine, la sœur d'Iris. Le souvenir s'est déroulé comme un cauchemar. La voix de Catherine était hystérique, à peine compréhensible entre ses sanglots. Iris était partie avec les filles rendre visite à ses parents à Avignon pour le week-end. C'était un voyage que Marc avait annulé pour des raisons professionnelles. Même s'il ne se souvenait même pas pourquoi. Catherine lui a dit qu'il y avait eu un accident sur la route nationale 50. Un camion avait grillé un feu rouge et les avait percutés de plein fouet. Marc continua, la voix plate. Iris et les filles sont mortes sur le coup. Il s'est penché en avant. Avez-vous vu le rapport d'accident? Les corps? Marc secoua lentement la tête. Je me suis littéralement effondré. Le médecin a dit que c'était une grave crise de panique. Ils m'ont mis sous sédatif pendant 3 jours. À son réveil, Catherine s'était occupée de tout, les funérailles, la crémation, toute la paperasse. Elle ne voulait pas que je m'en soucie. Et tu ne l'as jamais remis en question? Pourquoi le ferais-je? Répondit Marc, la voix brisée. Ils étaient la seule famille d'Iris. Elle a pleuré aussi. Elle m'a montré les certificats de décès, les papiers de crémation. Tout semblait officiel. Mais même en prononçant ces mots, Marc réalisa à quel point il avait été naïf. Dans le brouillard du chagrin et des médicaments, il avait accepté tout ce que Catherine lui avait dit sans poser de questions. Elle avait été si efficace, si posée, gérant les détails qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter. Marc avait déjà ouvert son ordinateur portable. Quelle était la date exacte de l'accident présumé? 15 octobre. Il y a 3 ans. Un samedi après-midi. Les doigts de Marc volaient sur le clavier, cherchant dans les bases de données d'accidents et les archives de journaux. 20 minutes plus tard. Il leva les yeux avec une expression grave. Marc. Il n'y a aucune trace d'un accident mortel impliquant une femme et 2 enfants sur la route nationale 50 ce jour-là. Aucune trace d'Iris Moreau dans le département d'Avignon. Aucun rapport d'accident D. Tout. La pièce commença à tourner autour de lui. C'est impossible, murmura Marc. Catherine m'a tout montré. Les documents peuvent être falsifiés. Fut la réponse calme. Surtout par quelqu'un qui a des relations et de l'argent. Marc se souvenait du style de vie de Catherine, les vêtements coûteux. La nouvelle voiture qu'elle avait achetée peu de temps après les funérailles. À l'époque, il avait supposé que cela provenait d'un versement d'assurance vie ou d'un héritage des parents d'Iris. Y a-t-il autre chose? Demanda prudemment Marc. J'ai fait une recherche rapide sur Catherine Moreau. Elle vit bien au-dessus de ses moyens depuis 3 ans. Nouvelle maison, voiture de luxe. Vacances chères. Et Marc, elle a été nommée bénéficiaire de l'assurance vie d'Iris. Ce n'est pas possible, murmura Marc. Iris m'a toujours dit que j'étais son bénéficiaire. Les polices d'assurance peuvent être modifiées ou falsifiées, lui a-t-on encore dit. Marc ferma les yeux.
Je pense que quelqu'un voulait vous faire croire que votre famille était morte. La vraie question est, pourquoi? Marc se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin où Élodie et Clémence avaient l'habitude de jouer. Tout ce qu'il pensait savoir a été brisé. Pendant 3 ans. Ils ont été présumés morts. Mais les filles n'étaient pas mortes. Ils étaient sans abri, effrayés et convaincus d'avoir été abandonnés. Les filles ont mentionné une maison avec beaucoup d'enfants, dit soudainement Marc. Ils étaient dans une sorte d'abri avant de se retrouver dans la rue. S'ils avaient été trouvés abandonnés, ils auraient été placés en famille d'accueil. Fut la réponse. Je peux confirmer que. Mais Marc, si c'est vrai. Si quelqu'un a simulé leur mort, vos filles ont passé 3 ans à croire que vous les aviez abandonnés. Cette pensée transperça le cœur de Marc. Pendant qu'ils pleuraient leur mort, ils étaient vivants, souffraient, survivaient dans les rues de sa propre ville. Trouve tout, dit Marc. Sa voix devint ferme, pleine de résolution. Je veux savoir qui a fait ça, comment et pourquoi. Et Marc, je veux des preuves solides, admissibles devant un tribunal. Parce que si quelqu'un m'a volé 3 ans de leur vie, je vais le faire payer pour chaque jour. Le laboratoire d'analyse d'ADN était stérile et froid. Rien à voir avec le chaos chaleureux des souvenirs de Marc avec ses filles. Il avait fait en sorte que les échantillons soient collectés discrètement. En utilisant des tasses que les filles avaient utilisées dans une soupe populaire du centre-ville, obtenues grâce à une observation attentive et à l'aide de bénévoles sympathiques. Les résultats prendront 3 à 5 jours, a déclaré le technicien en scellant les échantillons. Nous le comparons à votre ADN et déterminerons la paternité avec une précision de 99,99%. Ces 3 jours furent les plus longs de la vie de Marc. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la possibilité que ses filles soient en vie vivant. Taisée et souffrante alors qu'il avait perdu des années à faire son deuil. Quelqu'un devait le retenir physiquement toutes les quelques heures pour l'empêcher de retourner au camp. Pendant ce temps, Marc commença à se souvenir des détails qu'il avait enfouis dans son chagrin. L'habitude d'Élodie d'organiser ses crayons de couleur par teinte. L'obsession de Clémence pour les barrettes à cheveux en forme de papillon. La façon dont ils fronçaient tous les deux le nez lorsqu'ils s'étaient concentrés sur le dessin. Chaque petit geste des filles sans abri correspondait parfaitement à ses souvenirs. Le 2e jour, Marc a essayé une nouvelle approche. Cette fois, il a apporté du matériel de dessin, des crayons de couleur, des livres de coloriage, des petits cahiers. Quand il les trouva sous le pont, il s'assit à côté d'eux sans dire un mot. Il a simplement sorti un cahier et a commencé à dessiner. Clémence fut la première à s'approcher, la curiosité l'attirant plus près. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-elle doucement. « Une maison » répondit Marc en lui montrant son croquis, une grande cour où les enfants pourraient jouer en toute sécurité. Clémence a étudié attentivement le dessin. « Puis-je essayer » demanda-t-elle. Marc lui a tendu le cahier et les crayons. Ce qui s'est passé ensuite l'a laissé sans souffle. Clémence triait automatiquement les crayons par couleur avant d'en sélectionner un, comme le faisait Élodie. Puis elle s'est mise à dessiner avec une concentration intense. La langue légèrement tirée, exactement comme Clémence le faisait toujours lorsqu'elle était concentrée. « Elle fait toujours ça » dit Élodie. Remarquant que Marc les regardait. Depuis qu'elle est petite, Louis organise tout avant de commencer. « Louis » murmura Marc. Ce surnom. Seul Iris l'utilisait. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa ce qu'elle venait de dire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. C'était juste parfait. Clémence a terminé. Son dessin et l'a montré à Marc. C'était une photo de 2 filles tenant la main d'un homme et d'une femme. Tous debout devant une maison avec des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle avait soigneusement écrit « Ma famille ». Les mains de Marc tremblaient en regardant la photo. L'homme portait des lunettes. Comme lui. La femme avait de longs cheveux blonds, comme Iris. Et les 2 filles ressemblaient exactement à Élodie et Clémence. « Parle-moi de tes rêves » dit doucement Marc. « On n'a pas le droit. » répondit rapidement Élodie. Mais Clémence avait déjà commencé à parler. « Il y a une grande maison avec un escalier blanc et une porte bleue. Et il y a un chien. Un chien doré qui aime courir après les balles. La belle dame fait des crêpes en forme de fleurs. Et l'homme nous lit des histoires de princesses courageuses.
Des larmes coulaient sur le visage de Marc. Marc avait autrefois une vie tranquille. Une porte bleue. Un escalier blanc. Crêpes en forme de fleurs le dimanche. Conte de fées pour ses filles jumelles. Élodie et Clémence. Et chaque nuit, un murmure. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Puis tout a disparu dans un accident de voiture. Du moins. C'est ce qu'on lui a dit. Mais quand l'une des filles répète exactement les mots qu'elle avait prononcés avant de dormir des années plus tard, l'espoir renaît. Les tests ADN confirment la vérité. Les filles sont à lui. Les filles de Marc lui ont été volées. L'enquête se déroule rapidement. Dossier falsifié. Une assistante sociale, Sarah, qui se souvient d'eux. Silencieux, les yeux brillants. Trop propres pour être abandonnés. Ils ont été déposés par une femme bien habillée. Catherine. Elle a simulé leur mort. Réclamation d'assurance. 2 millions de dollars. Puis je les ai jetés dans le système. D'accueil lorsque le mensonge est devenu trop difficile à gérer. Les jumeaux ont passé des années à attendre. Ils n'ont jamais créé de lien avec de nouvelles familles. Ils ont parlé d'un père de leurs rêves. Finalement, ils ont couru. Vivre sous un pont. Marc les retrouve, blessés, traqués, terrifiés. Quelqu'un essaie encore de les faire taire. Marc les prend. Une maison fortifiée. Des gardes postés. Mais le feu arrive quand même. Une attaque délibérée. Les filles survivent. Marc aussi. À peine. Il commence à constituer le dossier. Catherine a falsifié des documents. Elle a modifié les testaments. Elle a peut-être tué leur mère Illy. Pour protéger ses filles. Marc fait un choix brutal. Il laisse le monde croire qu'il a abandonné. Les filles sont cachées en détention préventive sous de fausses identités. Mais ils se sentent à nouveau abandonnés. Catherine déviée. NT arrogante. Essaie d'extorquer plus d'argent. Marc enregistre chaque mot. Avec le soutien du FBI. Il l'arrête. Les preuves sont accablantes. Fraude à l'assurance. Tentative de meurtre. Mise en danger des enfants. Mais c'est trop tard. Les filles ont encore couru. Retour au pont. De retour à ceux qui restent. Emblée à la maison. Marc les trouve. Cassés. Méfiants. Mais il leur dit la vérité. Il n'est jamais parti. Il s'est battu tous les jours. Les filles le croient enfin. Ils pleurent. Ils pardonnent. Ils rentrent chez eux. Maintenant. Leur nouvelle vie commence. Petite maison. Murs peints. Un plafond arc-en-ciel. Ils visitent la tombe de leur mère chaque semaine. Ils lui parlent de crêpes, de tests d'orthographe. De balades à vélo. Ils chantent ensemble la chanson de l'arc-en-ciel. Marc les regarde guérir. Et chaque nuit il le répète. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Après 3 ans d'obscurité. Ils ont trouvé leur arc-en-ciel.